Au vol volontiers, et je suis sûr que nous aurons les deux mains. Nous aurons l'occasion de discuter de tout ça peut-être dans un format plus long. Vous qualifiez mes propos d'excessifs, vous y avez noté l'ironie que j'y ai volontairement placée, peut-être par agacement d'entendre encore et toujours les mêmes mécanismes et le même type de débat dans lesquels on instrumentalise les peurs et on évite de se poser des questions fondamentales et coûteuses au profit très souvent d'affichage politique. Ce que je trouve excessif, moi, c'est la façon dont on décrédibilise souvent les discours portant sur les libertés fondamentales. Vous savez, ces droits de l'homiste, comme s'ils n'avaient plus voix de cité dans le pays des droits de l'homme à l'heure des coups de Kalachnikov. Ce que je trouve excessif encore, c'est non pas les quelques lois touchant Internet et restreignant les libertés sur Internet, comme l'a suggéré monsieur le rapporteur. Ce n'est pas au sujet de ces quelques mesures que j'ai dit que les terroristes des attentats récents n'avaient pas été arrêtés. Je parlais de l'empilement de lois sécuritaires de ces 15 dernières années, qui, elles, mis bout à bout, depuis la LSQ jusqu'à la loi antiterroriste récente, elles, toutes ensemble, n'ont pas permis d'arrêter ces individus qui pourtant étaient sous la surveillance des services jusqu'à 6 mois avant les attentats. Ce que je trouve excessif ensuite, c'est l'emploi de la censure des sites à tort et à travers. Et oui, je parle bien de censure ici, parce que suivant votre raisonnement, à partir du moment où quelques-uns pourraient échapper à la censure, alors il n'y aurait plus de censure. Donc la Chine ne censure pas Internet, donc l'Iran ne censure pas Internet, donc le Pakistan ne censure pas Internet. Pour moi, lorsqu'une autorité lorsque l'exécutif prend la décision de rendre certains contenus inaccessibles, d'empêcher la population d'accéder à certains contenus, je vous invite à lire la définition dans le dictionnaire de la censure pour vous apercevoir que ce que l'on nomme pudiquement le blocage administratif des sites n'est ni plus ni moins que la censure d'Internet, et je revendique l'utilisation de ce terme. C'est son utilisation à la censure que je trouve excessive, car en aucun cas elle ne peut être proportionnée. La censure elle est efficace. Alors là, vous faites croire aux gens qu'en fait, en imposant ce que vous appelez censure, peut-être, selon la définition du dictionnaire, est efficace. Ce qu'ils souhaitent, or, ça ne l'est pas. Elle est efficace dans une mesure où elle touchera ceux qui n'ont pas la connaissance des outils de contournement et qu'elle va renforcer les inégalités dans l'accès à Internet, qui est un petit peu contraire aux objectifs politiques énoncés en matière on appelait ça la fracture numérique à l'époque. Ce que je trouve excessif, c'est donc l'usage de cette censure, qui en aucun cas ne peut être proportionnée, qui systématiquement va causer des blocages et des surblocages. Et je vous envoie là à l'étude d'impact de la LOPSI, telle que présentée par le gouvernement de M. François Fillon en 2009 et 2010. Dans son étude d'impact, la LOPSI annonçait que le risque de surblocage, donc de censure collatérale, était inévitable. À l'époque, les socialistes étaient vent debout contre cette disposition qu'ils ont adoptée dès demain lors des derniers projets récents. Ce que je trouve excessif ensuite, c'est ces discours sur Internet, zone de non-droit, où on voudrait nous faire porter le chapeau d'une défense un peu fantaisiste des libertés sur Internet, alors que ce que nous défendons, ce sont les libertés, ni plus ni moins. Vous savez, liberté, égalité, fraternité, comme dans liberté, point, égalité, point, fraternité, point. De la même façon qu'on essaye de nous faire penser qu'Internet est une zone de non-droit, qu'un Far West, qu'il nous fallait civiliser du temps de Nicolas Sarkozy, Internet est une zone où le droit s'applique, ça n'est pas un autre monde, une autre dimension, une autre galaxie. Lorsque vous êtes connecté à un ordinateur, assis sur votre chaise, la localisation géographique de votre chaise détermine la loi qui s'applique. Il y a peut-être ensuite des problèmes d'application de la loi, et c'est sur ces problèmes-là qu'il faut se focaliser, plutôt qu'inventer des espèces de fantasmes de Far West à civiliser. Ce que je trouve excessif, enfin, c'est cette tendance à, là aussi, un joli mot tout à fait neutre qu'on appelle autorégulation. L'autorégulation, on a entendu parler d'autodiscipline. J'aime bien celui-ci. On a entendu, c'était en 2007-2008, parler d'une commission de déontologie des services en ligne sur Internet, et toujours rigoureusement le même mécanisme que l'on nous resserre, dans lequel on nous dit, je cite, que les acteurs d'Internet devraient se livrer à un inventaire et à une dénonciation de certains propos, plus une obligation de surveillance,
peut-être temporaire, afin d'éviter l'émergence de sites miroirs. Je cite peut-être imprécisément ici M. Robert. Confier à des acteurs privés des missions d'inventaire, donc de surveillance, potentiellement automatisées, des missions de dénonciation et potentiellement des missions d'effacement de contenu, donc j'ose encore le terme de censure, pour moi est rigoureusement, strictement incompatible avec l'état de droit et les principes les plus élémentaires de nos démocraties. C'est un phénomène que nous dénonçons sans cesse, auquel YouTube, Facebook, Twitter et les autres, Twitter un peu moins pour le moment, se livrent sans état d'âme lorsqu'il s'agit de faire plaisir à Hollywood, créant ainsi des entraves graves à la liberté d'expression alors qu'une génération entière s'exprime par le remix et la réutilisation d'images animées. Et je ne vais pas faire un lien direct entre les deux, mais une partie de cette génération se sent peut-être oppressée ou dénigrée par les pouvoirs publics. Et là encore, il y a trop de distance entre les deux points pour les relier. Donc cette notion d'autocensure, d'autorégulation qui est dans l'air du temps, que M. François Hollande poussait hier encore, et qui était dans les discours de Manuel Valls en matière de mesures d'exception, en matière de lutte contre le terrorisme, et je le maintiens infiniment plus excessif que tous les propos, même les plus cyniques qui soient, que j'ai pu tenir ici. Et pour... C'est contre les règles les plus... séparation des pouvoirs. Et d'accord. Et donc... Hein? Ah non, 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 absolument pas, absolument pas. Et justement, alors j'y reviens dans... Excusez-moi, j'y reviens seulement dans la troisième partie de ma réponse, déjà un petit peu trop longue. La deuxième concerne précisément dans cette autorégulation votre question, Madame la coprésidente de la Commission, sur les algorithmes. Et les algorithmes et le fait de confier à des acteurs privés le soin de laisser à leur machine décider des comportements, d'imposer des comportements, d'imposer ce que vous appelez l'encadrement des libertés, d'imposer des régulations, d'imposer de la surveillance ou des actes de censure. Ces algorithmes ne sont pas fiables, ils sont opaques et ils répondent systématiquement à des impératifs qui sont des impératifs économiques. Lorsqu'une entreprise a à choisir entre une action plus juste et une action plus rentable, on sait que sa nature la pousse à adopter une action plus rentable. Dans le cas que vous décrivez, il s'agit d'un journaliste qui cherchait à se faire passer pour un djihadiste, qui a donc dû se déclarer à coups de drapeaux, de mots-clés, etc., et qui a été reconnu comme tel. Ce que ça nous dit, c'est que des enquêteurs, dans le cadre du respect des valeurs démocratiques et avec des pratiques de surveillance ciblées, comme cela a été, et je veux bien le croire, énoncé comme étant les pratiques de la DCPJ, un enquêteur peut lui-même se livrer à l'utilisation de ces signaux et de ces codes, de se faire passer pour djihadiste pour Facebook, d'aller infiltrer les réseaux en se faisant suggérer d'autres djihadistes, et de là, aller les pister, les infiltrer, les surveiller, et mieux les alpaguer. Votre exemple illustre pourquoi il serait extrêmement dangereux, voire contre-productif, de confier à ces mêmes algorithmes des missions qui relèvent de l'autorité judiciaire indépendante. Et je ne dis pas que c'est ce que vous suggériez, je dis que c'est ce que l'on entend en filigrane du discours de M. Robert et noir sur blanc dans les discours de messieurs Valls et Hollande aujourd'hui. Ce qui m'amène à mon troisième point, qui est donc de répondre à vos questions sur quelles seraient les mesures à prendre, quel serait le programme, si j'ose dire, ou les propositions, et comment mettre en œuvre cette souveraineté des États et mettre en œuvre le droit sur Internet. Là, pour le coup, j'ai une réponse qui va peut-être vous paraître un petit peu vieux jeu, et pas du tout Internet. L'autorité judiciaire, le juge judiciaire impartial et indépendant. La seule façon, et je ne l'invente pas, dans un État de droit, de restreindre les libertés conformément aux principes qui sont ceux de proportionnalité, et j'en oublie quelques-uns n'étant pas juriste de formation. Le juge judiciaire est seulement le juge judiciaire. C'est là la ligne que nous défendons. Alors, j'accepte de me faire accuser de tous les maux, d'être un dangereux libertaro, anarcho, gauchisto, terroriste, parce que je défends comme une ligne infranchissable le fait que dans un état de droit, seul le juge judiciaire est habilité à restreindre les libertés fondamentales. Et cela, vous connaissez sans doute mieux que moi le droit à un procès équitable qui implique la transparence des décisions, les audiences contradictoires et les possibilités d'appel jusqu'aux plus hautes juridictions, y compris les juridictions européennes. Est-ce trop demandé ?
Donc, dans l'inventaire de ce que nous proposons, de ce que nous avançons comme étant la plupart du temps déjà sur la table, le juge judiciaire comme seul rempart des restrictions de liberté. La surveillance, dans tous les cas, ciblée et encadrée par des principes démocratiques. Et c'est le président de la CNCIS qui le demande et le Conseil de l'Europe qui lui fait écho. Au passage, toujours dans ce que moi je qualifie d'excessif, que des lois soient adoptées dès demain par les deux chambres, alors qu'elles sont critiquées par le Conseil national du numérique, par la Ligue des droits de l'homme, par Reporters sans frontières, par la CNCDH, par le Conseil de l'Europe, et qu'il n'y a même pas un recours au Conseil constitutionnel, parce que personne n'a le courage politique de s'élever contre un discours ambiant qui est que si on est contre la sécurité, alors on est pour les terroristes. Aussi, pardon de revenir sur mon premier point. Le Conseil constitutionnel d'un texte que nous avons voté et que nous trouvons conforme aux libertés. Pourtant, la CNCDH vous a dit le contraire alors qu'elle n'a pas été saisie. Bon, bref, pardon, excusez-moi, je suis moi-même ouvert une parenthèse. La CNCDH, pour qui j'ai grand respect, ainsi que pour sa présidente, Madame Christine Lazerge, elle a ses appréciations, c'est bien normal. Mais nous avons voté ce texte. Je n'ai pas dire, ou alors dans ce cas, il aurait fallu que nous ne le votions pas. Vous comprenez cela? On ne va pas aller dire porter. Ça aurait pu être porté comme un gage de votre certitude dans la conformité aux libertés fondamentales de votre texte. Le Parlement a pour rôle de faire la loi. Et peut saisir le Conseil constitutionnel sans être empêché de faire la loi. Il n'est pas obligé de considérer que c'est une sorte de censeur préalable. Pardonnez-moi, je vais refermer cette parenthèse que j'ai moi-même ouverte, peut-être à tort, et qui me rappelait mon premier point. Donc, 1, le juge judiciaire sans compromis. 2, la surveillance ciblée et le renforcement des moyens de la surveillance ciblée, ce qui implique une transparence sur les moyens et les pratiques actuelles. On nous dit il faut 8, non 16, non 32, non 64 hommes pour surveiller une personne à plein temps. J'aimerais le croire. J'aimerais pouvoir le croire. J'ai cru entendre qu'avec des moyens modernes comme les IMSI catchers, comme des proxys transparents qui permettent de surveiller de façon ciblée peut-être les communications d'un individu, etc., on pouvait très facilement automatiser partie de cette surveillance ciblée. Ça a un coût, ça nécessite d'autres types d'individus pour encadrer ces pratiques, etc. Il faut mettre tout cela sur la table pour pouvoir évaluer les pratiques actuelles, pour pouvoir décider sereinement de quels moyens renforcer où et comment. Là encore, ça ne me semble pas ni extrémiste, ni excessif, ni complètement délirant. Ensuite, des responsabilités individuelles. Responsabiliser les individus par des outils technologiques, mais aussi par des outils intellectuels, peut-être par l'école publique et par l'éducation supérieure, leur permettant de comprendre les menaces, leur permettant de former leur esprit critique. Et lorsque on nous raconte la petite jeune fille de 14 ans amenée de site en site, de conversation en conversation jusqu'à partir en Syrie, peut-être s'assurer que par le dialogue avec ses amis, avec ses collègues, avec des professeurs, avec des imams modérés, avec qui sais-je, elle puisse, grâce à son esprit critique, peser un petit peu les divers aspects de cette question-là, et par là se poser peut-être la question de certaines politiques de déradicalisation qui, j'ai entendu, ont été entreprises dans certains pays nordiques sans que j'en sache plus là-dessus. Et pour finir, avec cette responsabilité individuelle que l'on a tous face à la sécurité informatique, face aux attaques et face aux propos de haine, cette responsabilité collective que l'on néglige par trop souvent, et l'on se fait traiter de bisounours lorsqu'on l'évoque, mais cette responsabilité collective que nous avons contre les idées de haine. Car je rappelle ici qu'il ne s'agit pas de combattre les symptômes, à savoir une attaque après qu'elle a été commise, ou des jeunes absolument désespérés qui vont saisir une Kalachnikov et s'en servir, mais s'attaquer aux symptômes. Les symptômes, ce ne sont pas les messages que l'on souhaite faire disparaître et mettre sous le tapis, parce que faire disparaître les messages n'enlèveront pas ces idées à ceux qui les portent. Ce que l'on veut, c'est combattre ces idées, et on a aujourd'hui, par cette universalité de potentialité de participation dans la sphère publique, des outils individuels pour collectivement aller détecter ces idées de haine et potentiellement aller s'y opposer sur leur terrain. Voici un ensemble d'actions et de valeurs concrètes qui nécessiteraient, en plus d'actions portant évidemment sur la prison, les banlieues et l'école publique républicaine et laïque, qui portent sur des valeurs tout à fait compatibles avec la démocratie,
qui n'implique pas de se poser la question de combien restreindre les libertés fondamentales, mais au contraire